Je m'appelle Ethan et pendant des années, ma famille a utilisé mon statut de célibataire comme preuve que je n'étais rien. Ils n'ont pas seulement ignoré ma vie. Ils l'ont utilisé comme un divertissement pour leurs amis de la haute société. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. La honte silencieuse et constante de ne pas être à la hauteur de la définition du succès de quelqu'un d'autre. Avant de partager l'histoire complète de ce qui s'est passé cette nuit-là au Fairmont Grand Elmar, et croyez-moi, la fin vaut la honte, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou faites-moi savoir où vous êtes. J'adore voir jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Et si vous croyez que le karma devrait toujours trouver son chemin vers les gens qui utilisent la douleur des autres, envisagez de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans ce combat pour le respect. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Ma famille a utilisé mon statut de célibataire comme preuve que je n'étais rien. Ils n'ont pas seulement ignoré ma vie. Ils l'ont utilisé comme un divertissement pour leurs amis de la haute société. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, la honte silencieuse et constante de ne pas être à la hauteur de la définition du succès de quelqu'un d'autre. Avant de partager l'histoire complète de ce qui s'est passé cette nuit-là au Fairmont Grand Elmar, et croyez-moi, la fin vaut la honte. Je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou faites-moi savoir où vous êtes. J'adore voir jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Et si vous croyez que le karma devrait toujours trouver son chemin vers les gens qui utilisent la douleur des autres, envisagez de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans ce combat pour le respect. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. La salle de mariage du Fairmont Grand Elmar était le genre d'endroit qui crie la richesse héritée et les choix parfaits. Un témoignage étincelant des décisions de vie impeccables de ma sœur Claire. Je me tenais dans le foyer scintillant, un homme dans un costume bleu marine coûteux, me sentant complètement déplacé, serrant une carte fragile avec le numéro 12. 12, ce n'était pas juste un numéro de table. C'était une classification soigneusement calculée. La table 12, la table des célibataires, les articles non réclamés, l'annexe de l'échec familial. Claire, ma sœur cadette et la star de cette production de plusieurs millions de dollars, s'était assurée que son frère aîné, un stratège de contenu de 32 ans, un titre qu'elle ne manquait jamais de prononcer avec un air de délicate tragédie, soit positionné aussi loin que possible de la table d'honneur. Cette humiliation n'était pas un accident. C'était une frappe tactique. Claire et moi étions enfermés dans une guerre froide de rivalité fraternelle depuis des années. Mais depuis ses fiançailles avec Garrett, un associé chez Goldman Sachs qui nageait littéralement dans l'argent de sa famille, sa mission était devenue toxique. Elle devait prouver que ma vie indépendante de célibataire signifiait que j'étais essentiellement une erreur humaine. Je me souviens du dernier dîner de famille chez nos parents où elle a prononcé sa phrase préférée avec un soupir faussement compatissant. « Ethan, chérie, tu as 32 ans. Peut-être que tu devrais essayer de revoir tes exigences à la baisse sur les applications de rencontres. Le temps presse. Tu sais, tu ne peux pas être difficile éternellement. » Ma mère, Carole, offrait toujours un faible hochement de tête compatissant, tandis que mon père, Robert, se contentait de s'éclaircir la gorge et de parler de la météo. Mais Claire se délectait de mon malaise. Ma vie amoureuse ratée semblait valider toute son existence. Le matin du mariage, elle a appelé non pas pour offrir son soutien, mais pour émettre un avertissement à peine déguisé en préoccupation fraternelle. « Ethan, chérie, essaie de te ressaisir aujourd'hui. Voir tout le monde si heureux et amoureux pourrait être beaucoup pour toi. S'il te plaît, ne parais pas trop misérable sur les photos, et pour l'amour de Dieu, reste loin du bar ouvert après la première heure. » Contrairement au désastre du mariage du cousin David, cet appel aurait dû être mon signal de départ, mais j'y suis allé quand même, déterminé à être présent et à être le plus mature des deux. Au moment où je suis entré dans la réception, la demoiselle d'honneur de Claire, Julia, une femme dont la douceur était à 99% artificielle, m'a intercepté avec son presse-papier comme si j'étais un enfant indiscipliné. « Ethan, chérie, laisse-moi te guider vers ton petit coin », a-t-elle gazouillé. La table 12 était un paysage de solitude, niché près des portes battantes de la cuisine, peuplé des collègues célibataires de Claire qui ne me regardaient même pas dans les yeux et de tante Éléanore qui passait son temps à se plaindre du DJ et à me demander si j'envisagerais de rejoindre une organisation religieuse pour trouver une épouse convenable. La véritable humiliation publique a commencé lorsque Claire,
radieuse et terrible dans sa robe de haute couture, a décidé qu'il était temps de faire les présentations. Elle m'a traîné par le bras vers un groupe de parents de la haute société de Gareth. Et voici mon frère Ethan, a-t-elle annoncé au groupe, s'accrochant possessivement au bras de Gareth. C'est notre petit artiste indépendant, notre stratège de contenu, tellement concentré sur sa carrière qu'il n'a pas eu le temps de trouver quelqu'un de spécial. Je suis resté là, la chaleur montant à mon cou, sachant que c'était entièrement prémédité. Monsieur Sterling, l'oncle de Gareth, à l'allure impeccable, m'a scruté avec un regard de pitié évident, du genre habituellement réservé aux chiens errants. « Oh, mon pauvre », a-t-il dit, me tapotant le bras avec une main baguée. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon. Il y a quelqu'un pour tout le monde. Avez-vous essayé de rejoindre le club de yacht local ? Mon neveu Victor a rencontré sa fiancée lors d'un gala de l'industrie. » Claire n'a pas seulement souri. Elle a ricané, un son de triomphe pur et non dissimulé. Il est très indépendant, oncle Robert, n'est-ce pas, frérot ? Elle a craché le mot indépendant comme si c'était une maladie contagieuse. J'ai essayé de garder le contrôle, en serrant la mâchoire. Je n'ai juste pas encore rencontré la bonne personne, ai-je réussi à dire. La mère de Gareth, Brenda, s'est penchée, sa voix basse et sérieuse. Eh bien, vous ne pouvez pas attendre éternellement, Ethan. Mon voisin a attendu trop longtemps, et maintenant il a 45 ans avec des options très limitées. Ne faites pas la même erreur. C'était un défilé de condescendance qui a duré plus d'1 heure. Une attaque implacable et orchestrée contre ma propre estime. Chacun des amis et de la famille de Gareth semblait avoir été briefé sur la façon exacte de me faire sentir petite et désespérée. J'ai enduré des suggestions de revoir mes attentes à la baisse et j'ai écouté la saga tragique d'un ami de la famille qui a finalement trouvé quelqu'un à 50 ans. Tout cela pendant que Claire regardait, sirotant son champagne, appréciant le spectacle. Le point de rupture a été le lancer du bouquet, un rituel de moquerie pour les éternels célibataires. Tous les messieurs célibataires sur la piste de danse, a rugi le DJ, et Julia, telle une gardienne de prison, m'a attrapé le coude et m'a traîné dans le cercle de jeunes d'une vingtaine d'années, souriant et impatient. Je me sentais comme une pièce de musée, le vieux célibataire exposé. Claire m'a regardé droit dans les yeux, a eu un sourire narquois, puis a délibérément jeté le bouquet dans la direction opposée. Un étudiant du nom de Skyler l'a attrapé, et la salle a applaudi. Claire l'a serré dans ses bras, s'est penchée et a crié, on dirait qu'Ethan devra attendre encore un peu. Le rire qui a suivi m'a semblé physique, un coup de poing collectif dans le ventre. C'est à ce moment-là que je me suis retiré à ma table solitaire, la rage brûlant sous la honte, envisageant sérieusement de partir et de ne plus jamais leur parler. J'allais chercher mes clés de voiture quand cette voix, nette et calme, a percé le bruit. Fais comme si tu étais avec moi. La femme, Audrey, était déjà assise à côté de moi, changeant sans effort toute l'énergie de la pièce. Ta sœur vient de passer 10 minutes à raconter à mon associé d'affaires l'histoire de son pauvre frère célibataire en difficulté, a-t-elle déclaré, ses yeux se fixant sur les miens avec une détermination féroce. Tu n'avais pas l'air d'apprécier le briefing. Elle avait raison. J'étais abasourdi, incapable de dire autre chose qu'un accord silencieux. Bien, dit-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. Je suis Audrey, la cousine de Gareth de Seattle. Je suppose que tu es le frère qui a besoin d'être secouru. J'ai finalement réussi à émettre un rire faible mais sincère. Le cas social de la famille. C'est moi. Plus maintenant, a-t-elle répliqué, sa main se posant nonchalamment près de la mienne. Pas sous ma surveillance. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai enduré un défilé d'amis de Claire et de membres de la famille de Gareth offrant des conseils de rencontres non sollicités. Chaque conversation semblait orchestrée, comme si Claire les avait briefés sur la façon exacte de me faire sentir petit. Victor, le partenaire d'affaires de Gareth, a suggéré que j'essaie de revoir mes attentes à la baisse. David, un ami de la famille, a partagé l'histoire de son oncle célibataire qui a finalement trouvé l'amour à 50 ans avec une riche divorcée. Même le photographe semblait être de la partie. Quand est venu le temps des photos de famille, il n'arrêtait pas de me demander si j'avais une accompagnatrice et semblait vraiment confus quand je disais non. Le point de rupture est venu pendant le lancer du bouquet. Tous les messieurs célibataires sur la piste de danse, a annoncé le DJ avec un enthousiasme qui ressemblait à de la moquerie. J'ai essayé de me cacher derrière un pilier de marbre, mais Julia m'a repéré et m'a attrapé le bras. Allez, Ethan. Ce pourrait être ton jour de chance.
Je me suis retrouvé poussé dans un cercle d'hommes d'une vingtaine d'années qui souriaient et se donnaient des coups de coude pendant que Claire se préparait à lancer son bouquet. C'étaient les jeunes cousins de Gareth, fraîchement sortis de l'université, avec toute leur vie devant eux. Debout parmi eux, je me sentais ancien et désespéré. Claire m'a regardé droit dans les yeux, a eu un sourire narquois, et a délibérément jeté le bouquet dans la direction opposée. Un jeune de 24 ans nommé Skyler l'a attrapé pendant que la foule applaudissait. Claire l'a serré dans ses bras et a annoncé assez fort pour que tout le monde entende, on dirait qu'Ethan devra attendre encore un peu. Le rire qui a suivi a semblé comme du verre raclant ma peau. J'ai vu des gens me regarder avec ce mélange de pitié et de soulagement qui vient du spectacle de l'humiliation de quelqu'un d'autre. Je me suis retiré à ma table, retenant des larmes de rage et d'embarras. C'était censé être une célébration de l'amour, mais Claire l'avait transformé en une exécution publique de mon estime de moi. C'est à ce moment-là que j'ai sérieusement envisagé de partir, de simplement disparaître avant que quiconque ne remarque mon absence. Avant de donner à Claire la satisfaction de me voir pleurer. Je ramassais ma veste quand une voix profonde a parlé doucement derrière moi. « Fais comme si tu étais avec moi. » Je me suis retourné, surpris de voir une femme dans une robe bleu saphir impeccablement coupée. Elle était grande, probablement 1,78 mètres, avec des cheveux sombres soigneusement attachés en arrière et le genre de présence assurée qui faisait que les gens la remarquaient à travers une pièce. Ses yeux étaient gentils mais déterminés. Et il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de se tenir. « Excusez-moi », ai-je chuchoté en retour. « Ta sœur vient de passer 10 minutes à raconter à mon associé à quel point elle s'inquiète que tu sois seul, a-t-elle dit, se glissant sur la chaise à côté de moi avec une grâce fluide. Je suppose que tu ne lui as pas demandé de partager ta vie personnelle avec des étrangers. Elle avait raison. Je pouvais voir Claire de l'autre côté de la pièce, faisant des gestes dans ma direction tout en parlant à un groupe de collègues de Gareth, expliquant probablement à quel point c'était triste que je ne puisse trouver personne à aimer. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, bien que son ton suggère qu'elle était déjà engagée dans le plan qu'elle avait en tête. J'ai secoué la tête, trop surpris pour parler. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible. Je suis Audrey, a-t-elle dit, tendant la main avec un sourire chaleureux. La cousine de Gareth de Seattle. Et tu es Ethan, le frère qui a apparemment besoin d'être sauvé d'un célibat éternel. Malgré tout, j'ai ri. C'est moi, le cas social de la famille. Eh bien, plus maintenant, a-t-elle dit avec un sourire à la fois rassurant et légèrement malicieux. Audrey Aubé a drapé son bras nonchalamment le long du dossier de ma chaise et s'est penchée pour me parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Presque immédiatement, j'ai remarqué des têtes se tourner dans notre direction. Claire, en pleine conversation avec l'organisatrice de mariage, a eu un temps d'arrêt quand elle nous a vus. Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne s'excuse et ne commence à marcher vers notre table, sa traîne derrière elle comme une arme. « Ethan » a-t-elle appelé, sa voix une octave plus haut que d'habitude. Je ne savais pas que tu connaissais Audrey. De vieux amis, a dit Audrey doucement, sa main touchant la mienne sur la table. On s'est perdu de vue pendant un moment, mais tu sais comment ça se passe. Les yeux de Claire se sont légèrement plissés, son calme parfait de mariage se fissurant juste assez pour montrer sa confusion. Vraiment? Ethan ne t'a jamais mentionné. J'essaie de garder ma vie privée, ai-je dit, trouvant enfin ma voix et un peu de confiance en moi. Tu sais comment je suis pour l'équilibre travail-vie personnelle. L'ironie ne m'a pas échappé. Claire avait passé toute la soirée à diffuser mon manque de vie amoureuse, et maintenant elle cherchait des détails sur une relation qui n'existait pas, comme c'est merveilleux, a dit Claire, bien que son ton suggère que c'était tout sauf ça. Depuis combien de temps vous êtes-vous retrouvés? Assez longtemps, a dit Audrey avec un sourire qui ne révélait rien et tout à la fois. Alors que Claire s'éloignait, clairement frustrée par le manque d'informations, Audrey s'est tournée vers moi avec un murmure complice. On dirait qu'elle vient de mordre dans un citron, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'a pas l'habitude de ne pas tout savoir sur ma vie ou que je lui vole la vedette de quelque manière que ce soit. Bien, a-t-elle dit. Continuons à la laisser dans le doute pendant la prochaine heure. Audrey, nous avons joué le rôle à la perfection. Elle m'a apporté des verres du bar, a ri de mes blagues et a touché ma main juste assez pour rendre notre connexion crédible. Mais plus que ça, elle a vraiment écouté quand je parlais. Elle m'a posé des questions sur mon travail de stratège de contenu pour les robots, mon amour pour la randonnée et mon récent voyage à Tokyo. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit pendant un moment calme entre deux chansons.
À quoi t'attendais-tu? D'après la description de ta sœur, quelqu'un de désespéré et de pathétique, a-t-elle dit sans détour. Au lieu de ça, je suis assise avec quelqu'un d'intelligent, de drôle, et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Parce que j'ai des exigences, ai-je dit sans réfléchir. Elle a ri, un son sincère et chaleureux qui a desserré quelque chose dans ma poitrine. Tant mieux pour toi. À ce stade, Claire fixait ouvertement notre table. Je pouvais la voir chuchoter à Julia, qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers nous avec une curiosité évidente. Les membres de la famille de Gareth qui m'avaient compati plus tôt regardaient maintenant Audrey avec intérêt et approbation, reconnaissant clairement son statut social et se demandant comment j'avais réussi à séduire quelqu'un d'aussi manifestement réussi. La vengeance était déjà plus douce que je ne l'avais imaginé. Mais ma chère Audrey Rohan n'avait pas fini. Quand l'orchestre a commencé à jouer des slows, elle s'est levée et a tendu la main avec un sourire confiant. « Danse avec moi », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Sur la piste de danse, avec sa main sur ma taille et la mienne sur son épaule, j'ai senti les yeux de chaque invité qui m'avait offert des conseils de rencontre non sollicités. Mais au lieu de me sentir exposé, je me sentais protégé. Audrey bougeait avec le genre de rythme naturel qui suggérait qu'elle avait grandi en prenant des leçons de danse, et être dans ses bras semblait étonnamment naturel. « Ta sœur regarde », a murmuré Audrey alors que nous nous balancions au rythme de la musique. « Je sais », ai-je dit. On dirait qu'elle va exploser. Mission accomplie, presque. C'est alors que Claire a fait son coup. « Ça vous dérange si je prends la relève ?» a-t-elle dit, apparaissant à côté de nous avec Gareth en remorque. Son sourire de mariage était tendu sur son visage et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. « En fait, oui », a dit Audrey poliment mais fermement. Nous sommes en train de vivre un moment. Le visage de Claire est passé par plusieurs expressions avant de se fixer sur une gaieté forcée. Bien sûr, je voulais juste dire à quel point je suis heureuse qu'Ethan ait enfin trouvé quelqu'un. Nous étions tous si inquiets pour lui. Vraiment, a demandé Audrey, son ton neutre mais ses yeux vifs. Parce que d'après ce que j'ai observé ce soir, il semble que vous ayez été plus intéressé à diffuser son statut de célibataire qu'à le soutenir. La franchise de sa déclaration a laissé Claire sans voix pendant un moment. Gareth s'est agité inconfortablement à côté d'elle, sentant clairement la tension, mais ne comprenant pas sa source. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Ethan, a balbutié Claire, son calme se fissurant. Alors peut-être traitez-le avec le respect qu'il mérite au lieu d'utiliser sa vie amoureuse comme divertissement pour vos invités de mariage, a dit Audrey calmement. Je n'avais jamais vu Claire aussi décontenancée. Sa confiance parfaite de mariage était complètement brisée. Et pour la première fois de la soirée, c'est elle qui avait l'air petite. Je ne sais pas ce qu'Ethan t'a dit, mais... Il n'a rien eu à me dire, a interrompu Audrey. J'ai des yeux. Je peux voir comment vous l'avez traité toute la soirée. Gareth est finalement intervenu, clairement mal à l'aise avec la nature publique de la confrontation. Peut-être devrions-nous les laisser retourner danser. Alors qu'il s'éloignait, le calme de Claire était complètement détruit. Je pouvais la voir chuchoter frénétiquement à Julia, essayant probablement de comprendre qui était qu'à Audrey et comment j'avais réussi à séduire quelqu'un d'aussi manifestement hors de ma portée. Ça a fait vraiment du bien, ai-je admis alors que nous continuions à danser. Nous n'avons pas encore fini, a dit Audrey avec un sourire qui a fait battre mon cœur. Pour le reste de la soirée, Audrey s'est assurée que je ne sois jamais seul. Quand le dîner a été servi, elle a demandé que nous soyons déplacés à une meilleure table. Quelque chose à propos de ses restrictions alimentaires l'obligeant à être plus près de la cuisine. Le personnel, sachant clairement qui était la famille de Gareth, nous a immédiatement accommodés. Notre nouvelle table était au premier rang, au centre, où tout le monde pouvait nous voir rire et parler comme un vrai couple. Les amis de Claire qui m'avaient ignoré plus tôt voulaient soudainement discuter et rencontrer Audrey. Les parents de Gareth qui m'avaient compati me traitaient maintenant avec un respect et une curiosité renouvelée pour ma mystérieuse petite amie. Monsieur Sterling, qui avait suggéré des groupes de réseautage plus tôt, voulait maintenant tout savoir sur les antécédents familiaux d'Audrey. Quand il a appris qu'elle était consultante senior chez Mackenzie et compagnie avec un MBA de Stanford, son attitude envers moi a complètement changé. « Ethan, espèce de cachotier », a-t-il dit avec une admiration sincère. « Tu n'as jamais mentionné que tu voyais quelqu'un d'aussi accompli. » Mais l'acte final de vengeance est venu pendant le lancer de la jarretière, lorsque Gareth s'est préparé à lancer la jarretière à tous les hommes célibataires. Audrey s'est avancée avec la confiance de quelqu'un qui était exactement à sa place.
Attends, a crié Claire désespérément. Audrey, tu n'es pas célibataire. Audrey m'a regardé, puis s'est retournée vers Claire avec un sourire malicieux. En fait, si. Ethan et moi prenons notre temps, nous nous redécouvrons. La jarretière a atterri directement dans ses mains. Que ce soit par chance ou par la visée de Gareth, je ne le saurai jamais. Mais le symbolisme n'a échappé à personne, surtout pas à Claire. Selon la tradition, Audrey était censée placer la jarretière sur la jambe de celui qui avait attrapé le bouquet, mais ce jeune cousin Skyler était parti tôt. On dirait qu'on a besoin d'un volontaire, a annoncé le DJ. Audrey m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai hoché la tête. La foule a applaudi alors que je m'asseyais sur la chaise et qu'Audrey s'agenouillait devant moi, glissant la jarretière sur ma jambe avec une douceur qui semblait étonnamment intime pour un acte de comédie. Le moment semblait chargé de possibilités, et je me suis surpris à me demander si l'alchimie entre nous était entièrement fausse. Le visage de Claire était un masque de fureur à peine contenu alors qu'elle regardait son frère célibataire et pathétique devenir le centre d'une attention positive à son propre mariage. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Audrey m'a raccompagné à ma voiture. Le parking était calme, loin des regards attentifs des invités du mariage et de ma famille. Merci, ai-je dit, enfin seul avec elle. Je sais que ce soir n'était qu'un jeu, mais tu m'as sauvé de l'expérience la plus humiliante de ma vie. Qu'est-ce qui te fait croire que c'était juste un jeu, a-t-elle demandé, son expression sérieuse. Mon cœur s'est arrêté. Parce que tu ne me connais même pas, j'en sais assez, a-t-elle dit en se rapprochant. Je sais que tu es gentil même quand les gens ne le méritent pas. Je sais que tu es assez fort pour endurer une nuit d'humiliation sans riposter. Je sais que tu es beau à l'intérieur comme à l'extérieur, et je sais que ta sœur est une idiote de ne pas voir la chance qu'elle a de t'avoir dans sa famille. J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas par humiliation. Audrey. Je sais que ça a commencé comme une mission de sauvetage, a-t-elle dit, mais quelque part entre la première danse et maintenant, ça a cessé d'être un jeu pour moi. Elle m'a tendu une carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos d'une écriture élégante. Si tu veux me revoir, pas pour une vengeance, pas pour prouver quelque chose, juste parce que tu en as envie, appelle-moi. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Et si je veux t'appeler ce soir? Elle a souri. Ce même sourire confiant qui avait d'abord attiré mon attention. Alors je répondrai. 3 mois plus tard, Audrey et moi sortions officiellement ensemble. 6 mois après, nous emménagions ensemble. Et exactement 1 an après le mariage de Claire, elle m'a demandé en mariage dans le même hôtel où nous nous étions rencontrés pour la première fois. La réaction de Claire à l'annonce de nos fiançailles a été tout ce que j'aurais pu espérer. La sœur qui avait passé des années à me faire sentir inadéquat parce que j'étais célibataire était maintenant forcée de me regarder planifier un mariage avec une femme qui m'adorait clairement et qui venait d'un milieu encore plus riche que m'y habitait. Mais la vraie vengeance n'était pas de prouver à Claire qu'elle avait tort sur ma capacité à être aimé. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de sa validation. Le respect honoraire d'Audrey et son affection sincère m'avaient montré ce que je méritais, et je n'allais plus jamais me contenter de moins. Notre mariage était plus petit que celui de Claire, mais infiniment plus joyeux. Au lieu d'utiliser l'occasion pour humilier qui que ce soit, nous avons célébré avec des gens qui voulaient sincèrement notre bonheur. Claire a fait un discours en tant que ma demoiselle d'honneur, quelque chose sur lequel elle avait insisté malgré notre histoire compliquée. Elle a parlé de son bonheur de me voir trouver l'amour. Comment Audrey était clairement parfaite pour moi. Comment elle avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial. Ce révisionnisme historique était à couper le souffle. Mais je m'en fichais. J'avais quelque chose de plus précieux que son approbation. J'avais quelqu'un qui avait vu ma valeur dès le tout début. En y repensant, le mariage de Claire a été la pire nuit de ma vie. Sa cruauté m'a montré comment je permettais aux gens de me traiter. Mais cela m'a aussi conduit à Audrey. Sans son humiliation, je n'aurais jamais été assez vulnérable pour accepter l'aide d'une étrangère. Parfois, les gens qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour changer nos vies. Claire voulait me faire sentir petite et pathétique. Au lieu de cela, elle a créé les circonstances pour que je rencontre ma future femme. L'ironie est parfaite. En essayant de prouver que j'étais indigne d'être aimé, elle m'a livré directement à l'amour de ma vie. Cette histoire nous rappelle que la meilleure vengeance est de bien vivre et que parfois l'univers a un sens de l'humour en matière de justice, un humour qui mène au bonheur éternel. Le Fairmont Grand, ma sœur Claire,
s'est assurée que tout le monde à son mariage sache que j'étais le célibataire pathétique. Elle m'a assis à la table des rejetés, m'a présenté comme étant toujours à la recherche de quelqu'un, et a même demandé à ses demoiselles d'honneur de chuchoter sur ma triste vie amoureuse. Mais quand une mystérieuse inconnue a murmuré « Fais comme si tu étais avec moi », ce qui s'est passé ensuite a transformé sa journée parfaite en ma vengeance parfaite. Si vous avez déjà été humilié par une famille qui pense qu'être célibataire vous rend inférieur, vous connaissez ce sentiment. Cette histoire prouve que parfois, la meilleure vengeance est servie avec une bonne dose de jalousie indéniable. La salle de mariage du Fairmont Grand Delmar scintillait de lumière dorée et de lustre en cristal, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le numéro de table dans ma main. Table 12, la table des célibataires, la table des rejetés, l'endroit où Claire m'avait stratégiquement placé pour s'assurer que tout le monde sache que son frère aîné était toujours seul. Je m'appelle Ethan et je devrais probablement commencer par expliquer comment je suis devenu la déception de la famille au mariage de conte de fées de ma propre sœur. Claire et moi n'avions jamais été proches, mais la compétition entre nous avait atteint des niveaux toxiques au cours de la dernière année. Depuis qu'elle s'est fiancée à un certain Garrett Mike, un associé chez Goldman Sachs issu d'une famille riche, elle s'était donnée pour mission personnelle de me rappeler que j'avais 32 ans et que j'étais toujours célibataire. Peut-être que tu devrais réessayer les applications de rencontres, disait-elle avec une fausse inquiétude lors des dîners de famille chez nos parents. Je veux dire, tu ne peux pas être difficile éternellement. Le temps presse, Ethan. Notre mère, Carole, hochait la tête avec sympathie tandis que notre père, Robert, changeait maladroitement de sujet, mais Claire ne lâchait jamais l'affaire. Elle semblait prendre un plaisir sincère dans mes échecs amoureux, comme si mon statut de célibataire validait en quelque sorte son propre bonheur. Le matin de son mariage, elle m'a appelé avec ce qu'elle prétendait être un conseil fraternel. « Ethan, chéri, je sais qu'aujourd'hui pourrait être difficile pour toi, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance, de voir tout le monde si heureux et amoureux. Essaie juste de ne pas avoir l'air trop misérable sur les photos, d'accord? Et s'il te plaît, ne passe pas toute la soirée à parler au barman comme tu l'as fait au mariage du cousin d'Amo David. Ça aurait dû être mon premier avertissement sur ce qui allait arriver. Quand je suis arrivé dans l'une des salles de réception du Fairmont Grand Delmar, vêtu d'un magnifique costume bleu marine que j'avais passé des semaines à choisir, la demoiselle d'honneur de Claire, Julius, s'est approchée de moi avec un presse-papier et ce sourire particulier que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une mauvaise nouvelle. « Oh, Ethan, laisse-moi te montrer ta table », a-t-elle dit avec la même fausse douceur dans laquelle Claire était spécialisée. La table 12 était nichée dans le coin arrière, près des portes de la cuisine où le personnel de restauration s'affairait avec des plateaux de nourriture. Les autres personnes assises là étaient les collègues célibataires de Claire qui reconnaissaient à peine mon existence et notre vieille tante Hélène, qui a passé la soirée à se plaindre du volume de la musique et à me demander si j'avais envisagé de revoir mes exigences à la baisse. Mais la véritable humiliation est venue lors des présentations familiales. La réception battait son plein lorsque Claire a décidé de me faire défiler comme un exemple à ne pas suivre. Elle m'a attrapé le bras et m'a tiré vers un groupe de parents de Garrett, des gens sophistiqués qui venaient clairement de l'argent. « Et voici mon frère, Ethan », a annoncé Claire, son bras autour de l'épaule de Garrett tacu comme si elle revendiquait un territoire. C'est notre petit stratège de contenu, toujours concentré sur son travail au lieu de trouver quelqu'un de spécial. Le groupe a souri poliment pendant que je restais là, sentant la chaleur monter à mon cou. Monsieur Sterling, l'oncle de Garrett, m'a regardé de haut en bas avec une pitié évidente. « Oh, mon pauvre, ne vous inquiétez pas », a-t-il dit en me tapotant le bras avec une main manucurée. « Il y a quelqu'un pour tout le monde. » Avez-vous essayé les groupes de réseautage professionnels? Mon neveu ou Victor qui a rencontré sa femme lors d'un gala de l'industrie. Claire a ri. Pas un rire gentil, mais le rire de quelqu'un qui apprécie le malaise d'une autre personne. Ethan est très indépendant, n'est-ce pas, frérot? La façon dont elle a dit « indépendant » faisait sonner cela comme une maladie. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne personne, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Eh bien, vous ne pouvez pas attendre éternellement, est intervenue la mère de Garrett, Brenda. Mon neveu a attendu trop longtemps et maintenant il a 45 ans avec des options très limitées. Ne faites pas la même erreur. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai enduré un défilé d'amis de Claire et de membres de la famille de Garrett offrant des conseils de rencontres non sollicités. Chaque conversation semblait orchestrée, comme si Claire les avait briefés sur la façon exacte de me faire sentir petit. Victor, le partenaire d'affaires de Garrett, a suggéré que j'essaie de revoir mes attentes à la baisse. David,
un ami de la famille, a partagé l'histoire de son oncle célibataire qui a finalement trouvé l'amour à 50 ans avec une riche divorcée. Même le photographe semblait être de la partie. Quand est venu le temps des photos de famille, il n'arrêtait pas de me demander si j'avais une accompagnatrice et semblait vraiment confus quand je disais non. Le point de rupture est venu pendant le lancer du bouquet. Tous les messieurs célibataires sur la piste de danse, a annoncé le DJ avec un enthousiasme qui ressemblait à de la moquerie. J'ai essayé de me cacher derrière un pilier de marbre, mais Julia m'a repéré et m'a attrapé le bras. Allez, Ethan. Ce pourrait être ton jour de chance. Je me suis retrouvé poussé dans un cercle d'hommes d'une vingtaine d'années qui souriaient et se donnaient des coups de coude pendant que Claire se préparait à lancer son bouquet. C'étaient les jeunes cousins de Gareth, fraîchement sortis de l'université, avec toute leur vie devant eux. Debout parmi eux, je me sentais ancien et désespéré. Claire m'a regardé droit dans les yeux, a eu un sourire narquois, et a délibérément jeté le bouquet dans la direction opposée. Un jeune de 24 ans nommé Seth Skyler l'a attrapé. Pendant que la foule applaudissait, Claire l'a serré dans ses bras et a annoncé assez fort pour que tout le monde entende, on dirait qu'Ethan devra attendre encore un peu. Le rire qui a suivi a semblé comme du verre raclant ma peau. J'ai vu des gens me regarder avec ce mélange de pitié et de soulagement qui vient du spectacle de l'humiliation de quelqu'un d'autre. Je me suis retiré à ma table, retenant des larmes de rage et d'embarras. C'était censé être une célébration de l'amour, mais Claire l'avait transformé en une exécution publique de mon estime de moi. C'est à ce moment-là que j'ai sérieusement envisagé de partir, de simplement disparaître avant que quiconque ne remarque mon absence. Avant de donner à Claire la satisfaction de me voir pleurer. Je ramassais ma veste quand une voix profonde a parlé doucement derrière moi. Fais comme si tu étais avec moi. Je me suis retourné, surpris de voir une femme dans une robe bleu saphir impeccablement coupée. Elle était grande, probablement 1,78 mètres, avec des cheveux sombres soigneusement attachés en arrière et le genre de présence assurée qui faisait que les gens la remarquaient à travers une pièce. Ses yeux étaient gentils mais déterminés. Et il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de se tenir. « Excusez-moi », ai-je chuchoté en retour. « Ta sœur vient de passer 10 minutes à raconter à mon associé à quel point elle s'inquiète que tu sois seul, a-t-elle dit, se glissant sur la chaise à côté de moi avec une grâce fluide. Je suppose que tu ne lui as pas demandé de partager ta vie personnelle avec des étrangers. » Elle avait raison. Je pouvais voir Claire de l'autre côté de la pièce, faisant des gestes dans ma direction tout en parlant à un groupe de collègues de Gareth, expliquant probablement à quel point c'était triste que je ne puisse trouver personne à aimer. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, bien que son ton suggère qu'elle était déjà engagée dans le plan qu'elle avait en tête. J'ai secoué la tête, trop surpris pour parler. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible. « Je suis Audrey », a-t-elle dit, tendant la main avec un sourire chaleureux. La cousine de Gareth de Seattle, et tu es Ethan, le frère qui a apparemment besoin d'être sauvé d'un célibat éternel. Malgré tout, j'ai ri. C'est moi, le cas social de la famille. Eh bien, plus maintenant, a-t-elle dit avec un sourire à la fois rassurant et légèrement malicieux. Audrey a drapé son bras nonchalamment le long du dossier de ma chaise et s'est penchée pour me parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Presque immédiatement, j'ai remarqué des têtes se tourner dans notre direction. Claire, en pleine conversation avec l'organisatrice de mariage, a eu un temps d'arrêt quand elle nous a vus. Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne s'excuse et ne commence à marcher vers notre table, sa traîne derrière elle comme une arme. « Ethan » a-t-elle appelé, sa voix une octave plus haut que d'habitude. « Je ne savais pas que tu connaissais Audrey. » « De vieux amis » a dit Audrey doucement, sa main touchant la mienne sur la table. « On s'est perdu de vue pendant un moment, mais tu sais comment ça se passe. » Les yeux de Claire se sont légèrement plissés, son calme parfait de mariage se fissurant juste assez pour montrer sa confusion. « Vraiment, Ethan ? Tu ne l'as jamais mentionné. » « J'essaie de garder ma vie privée, ai-je dit, trouvant enfin ma voix et un peu de confiance en moi. Tu sais comment je suis pour l'équilibre travail-vie personnelle. » L'ironie ne m'a pas échappé. Claire avait passé toute la soirée à diffuser mon manque de vie amoureuse, et maintenant elle cherchait des détails sur une relation qui n'existait pas, comme c'est merveilleux, a dit Claire, bien que son ton suggère que c'était tout sauf ça. « Depuis combien de temps vous êtes-vous retrouvés ? » « Assez longtemps, a dit Audrey avec un sourire qui ne révélait rien et tout à la fois. Alors que Claire s'éloignait, clairement frustrée par le manque d'informations, Audrey s'est tournée vers moi avec un murmure complice. « On dirait qu'elle vient de mordre dans un citron », a-t-elle dit.
Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'a pas l'habitude de ne pas tout savoir sur ma vie ou que je lui vole la vedette de quelque manière que ce soit. Bien, a-t-elle dit. Continuons à la laisser dans le doute. Pendant l'heure qui a suivi, Audrey a joué le rôle à la perfection. Elle m'a apporté des verres du bar, a ri de mes blagues et a touché ma main juste assez pour rendre notre connexion crédible. Mais plus que ça, elle a vraiment écouté quand je parlais. Elle m'a posé des questions sur mon travail de stratège de contenu, mon amour pour la randonnée et mon récent voyage à Tokyo. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit pendant un moment calme entre deux chansons. À quoi t'attendais-tu? D'après la description de ta sœur, quelqu'un de désespéré et de pathétique, a-t-elle dit sans détour. Au lieu de ça, je suis assise avec quelqu'un d'intelligent, de drôle, et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Parce que j'ai des exigences, ai-je dit sans réfléchir. Elle a ri, un son sincère et chaleureux qui a desserré quelque chose dans ma poitrine. Tant mieux pour toi. À ce stade, Claire fixait ouvertement notre table. Je pouvais la voir chuchoter à Julia, qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers nous avec une curiosité évidente. Les membres de la famille de Gareth qui m'avaient compati plus tôt regardaient maintenant Audrey avec intérêt et approbation, reconnaissant clairement son statut social, et se demandant comment j'avais réussi à séduire quelqu'un d'aussi manifestement réussi. La vengeance était déjà plus douce que je ne l'avais imaginé. Mais Audrey n'avait pas fini. Quand l'orchestre a commencé à jouer des slows, elle s'est levée et a tendu la main avec un sourire confiant. « Danse avec moi », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Sur la piste de danse, avec sa main sur ma taille et la mienne sur son épaule, j'ai senti les yeux de chaque invité qui m'avait offert des conseils de rencontre non sollicités. Mais au lieu de me sentir exposé, je me sentais protégé. Audrey bougeait avec le genre de rythme naturel qui suggérait qu'elle avait grandi en prenant des leçons de danse, et être dans ses bras semblait étonnamment naturel. « Ta sœur regarde », a murmuré Audrey alors que nous nous balancions au rythme de la musique. « Je sais », ai-je dit. « On dirait qu'elle va exploser. » Mission accomplie, presque. C'est alors que Claire a fait son coup. « Ça te dérange si je prends la relève ?» a-t-elle dit, apparaissant à côté de nous avec Gareth en remorque. Son sourire de mariage était tendu sur son visage, et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. En fait, oui, Audrey, a dit poliment, mais fermement. Nous sommes en train de vivre un moment. Le visage de Claire est passé par plusieurs expressions avant de se fixer sur une gaieté forcée. Bien sûr, je voulais juste dire à quel point je suis heureuse que nous. Kétan ait enfin trouvé quelqu'un. Nous étions tous si inquiets pour lui. Vraiment, a demandé Audrey Pin, son ton neutre mais ses yeux vifs. Parce que d'après ce que j'ai observé ce soir, il semble que vous ayez été plus intéressé à diffuser son statut de célibataire qu'à le soutenir. La franchise de sa déclaration a laissé Claire sans voix pendant un moment. Giot s'est agité inconfortablement à côté d'elle, sentant clairement la tension mais ne comprenant pas sa source. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Ethan, a balbutié Claire, son calme se fissurant. Alors peut-être traitez-le avec le respect qu'il mérite au lieu d'utiliser sa vie amoureuse comme divertissement pour vos invités de mariage, a dit Audrey calmement. Je n'avais jamais vu Claire aussi décontenancée. Sa confiance parfaite de mariage était complètement brisée. Et pour la première fois de la soirée, c'est elle qui avait l'air petite. Je ne sais pas ce qu'Ethan t'a dit, mais... Il n'a rien eu à me dire, a interrompu Audrey. J'ai des yeux. Je peux voir comment vous l'avez traité toute la soirée. Gareth est finalement intervenu, clairement mal à l'aise avec la nature publique de la confrontation. Peut-être devrions-nous les laisser retourner danser. Alors qu'il s'éloignait, le calme de Claire était complètement détruit. Je pouvais la voir chuchoter frénétiquement à Julia, essayant probablement de comprendre qui était Audrey et comment j'avais réussi à séduire quelqu'un d'aussi manifestement hors de ma portée. Ça a fait vraiment du bien, ai-je admis alors que nous continuions à danser. Nous n'avons pas encore fini, a dit Audrey avec un sourire qui a fait battre mon cœur. Pour le reste de la soirée, Audrey s'est assurée que je ne sois jamais seule. Quand le dîner a été servi, elle a demandé que nous soyons déplacés à une meilleure table. Quelque chose à propos de ses restrictions alimentaires l'obligeant à être plus près de la cuisine. Le personnel, sachant clairement qui était la famille de Gareth, nous a immédiatement accommodés. Notre nouvelle table était au premier rang, au centre, où tout le monde pouvait nous voir rire et parler comme un vrai couple.
les amis de Claire qui m'avaient ignoré plus tôt voulaient soudainement discuter et rencontrer les parents d'Audrey Garrett qui m'avaient compati me traitaient maintenant avec un respect et une curiosité renouvelée pour ma mystérieuse petite amie Monsieur Sterling Reader, qui avait suggéré des groupes de réseautage plus tôt, voulait maintenant tout savoir sur les antécédents familiaux d'Audrey. Quand il a appris qu'elle était consultante senior chez McKinsey en compagnie avec un MBA de Stanford, son attitude envers moi a complètement changé. « Ethan, espèce de cachottier », a-t-il dit avec une admiration sincère. « Tu n'as jamais mentionné que tu voyais quelqu'un d'aussi accompli. » Mais l'acte final de vengeance est venu pendant le lancer de la jarretière, lorsque Garrett s'est préparé à lancer la jarretière à tous les hommes célibataires. Audrey s'est une fois avancée avec la confiance de quelqu'un qui était exactement à sa place. « Attends » a crié Claire désespérément. « Audrey, tu n'es pas célibataire. » Audrey m'a regardé, puis s'est retournée vers Claire avec un sourire malicieux. « En fait, si. Ethan et moi prenons notre temps, nous nous redécouvrons. » La jarretière a atterri directement dans ses mains, que ce soit par chance ou par la visée de Garrett. Je ne le saurai jamais. Mais le symbolisme n'a échappé à personne, surtout pas à Claire. Selon la tradition, Audrey était censée placer la jarretière sur la jambe de celui qui avait attrapé le bouquet. Mais ce jeune cousin Skyler était parti tôt. On dirait qu'on a besoin d'un volontaire, a annoncé le DJ. Audrey m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai hoché la tête. La foule a applaudi alors que je m'asseyais sur la chaise, et Audrey s'est agenouillée devant moi, glissant la jarretière sur ma jambe avec une douceur qui semblait étonnamment intime pour un acte de comédie. Le moment semblait chargé de possibilités, et je me suis surpris à me demander si l'alchimie entre nous était entièrement fausse. Le visage de Claire était un masque de fureur à peine contenu alors qu'elle regardait son frère célibataire et pathétique devenir le centre d'une attention positive à son propre mariage. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Audrey m'a raccompagné à ma voiture. Le parking était calme, loin des regards attentifs des invités du mariage et de ma famille. « Merci », ai-je dit, enfin seul avec elle. « Je sais que ce soir n'était qu'un jeu, mais tu m'as sauvé de l'expérience la plus humiliante de ma vie. » « Qu'est-ce qui te fait croire que c'était juste un jeu ?» a-t-elle demandé, son expression sérieuse. Mon cœur s'est arrêté. « Parce que tu ne me connais même pas, j'en sais assez », a-t-elle dit en se rapprochant. « Je sais que tu es gentil même quand les gens ne le méritent pas. Je sais que tu es assez fort pour endurer une nuit d'humiliation sans riposter. Je sais que tu es beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je sais que ta sœur est une idiote de ne pas voir la chance qu'elle a de t'avoir dans sa famille. » J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas par humiliation. « Audrey, je sais que ça a commencé comme une mission de sauvetage, » a-t-elle dit. Mais quelque part entre la première danse et maintenant, ça a cessé d'être un jeu pour moi. Elle m'a tendu une carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos d'une écriture élégante. Si tu veux me revoir, pas pour une vengeance, pas pour prouver quelque chose, juste parce que tu en as envie, appelle-moi. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Et si je veux t'appeler ce soir ? Elle a souri de ce même sourire confiant qui avait d'abord attiré mon attention. Alors je répondrai. 3 mois plus tard, Audrey et moi sortions officiellement ensemble. 6 mois après, nous emménagions ensemble. Et exactement 1 an après le mariage de Claire, elle m'a demandé en mariage dans le même hôtel où nous nous étions rencontrés pour la première fois. La réaction de Claire à l'annonce de nos fiançailles a été tout ce que j'aurais pu espérer. La sœur, qui avait passé des années à me faire sentir inadéquat parce que j'étais célibataire, était maintenant forcée de me regarder planifier un mariage avec une femme qui m'adorait clairement et qui venait d'un milieu encore plus riche que Garrett. Mais la vraie vengeance n'était pas de prouver à Claire qu'elle avait tort sur ma capacité à être aimé. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de sa validation. Le respect et l'affection sincère d'Audrey m'avaient montré ce que je méritais, et je n'allais plus jamais me contenter de moins. Notre mariage était plus petit que celui de Claire, mais infiniment plus joyeux. Au lieu d'utiliser l'occasion pour humilier qui que ce soit, nous avons célébré avec des gens qui voulaient sincèrement notre bonheur. Claire a fait un discours en tant que ma demoiselle d'honneur, quelque chose sur lequel elle avait insisté, malgré notre histoire compliquée. Elle a parlé de son bonheur de me voir trouver l'amour. Comment Audrey était clairement parfaite pour moi. Comment elle avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial. Ce révisionnisme historique était à couper le souffle. Mais je m'en fichais. J'avais quelque chose de plus précieux que son approbation. J'avais quelqu'un qui avait vu ma valeur dès le tout début. En y repensant,
le mariage de Claire a été la pire nuit de ma vie. Sa cruauté m'a montré comment je permettais aux gens de me traiter. Mais cela m'a aussi conduit à Audrey. Sans son humiliation, je n'aurais jamais été assez vulnérable pour accepter l'aide d'une étrangère. Parfois, les gens qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour changer nos vies. Claire voulait me faire sentir petite et pathétique. Au lieu de cela, elle a créé les circonstances pour que je rencontre ma future femme. L'ironie est parfaite. En essayant de prouver que j'étais indigne d'être aimé, elle m'a livré directement à l'amour de ma vie. 6 mois après notre petit mariage rempli de joie, un mariage où le seul drame était le sentiment écrasant de paix, le dîner de Noël annuel de la famille est arrivé. Il avait lieu chez mes parents, le même cadre où Claire s'était délectée pendant des années de ces critiques passives-agressives de ma vie. Cette fois, cependant, l'air semblait différent. Audrey et moi sommes entrés main dans la main, ne nous sentant plus comme le cas social de la famille et sa compagne bizarrement réussie, mais simplement comme Ethan et Audrea, une unité. Claire, bien sûr, a essayé de reprendre immédiatement le devant de la scène. Elle était toujours mariée à Gareth, vivant toujours dans l'orbite de son monde de Goldman Sachs, mais son attention n'était pas sur sa propre vie parfaite. Elle était sur le reflet éblouissant de la nôtre. Elle tournait autour d'Audrey. Ses questions sur le travail d'Audrey chez Mackenzie, les antécédents de sa famille et son MBA de Wharton n'étaient pas une curiosité sincère. C'étaient des tentatives de trouver la faille, l'échappatoire qui prouverait que mon bonheur était un coup de chance. C'est tellement mignon comment vous deux avez réussi à faire marcher les choses, roucoulait-elle, après, eh bien, la situation d'Ethan. J'ai remarqué le changement chez mes parents, Carol et Robert. Ils traitaient Audrey avec un mélange de révérence et de chaleur sincère, le respect qu'ils ne m'avaient jamais accordé seul. Le succès d'Audrey était devenu la validation dont ils avaient besoin. Mais pour moi, la validation était venue des mois plus tôt, lors de notre première danse, quand elle m'avait dit que j'étais intelligent, drôle et digne. Le point culminant est arrivé lorsque Claire m'a acculé près de la cheminée, loin d'Audrey. Son sourire condescendant habituel avait disparu, remplacé par une frustration tendue et cassante. « Tu sais, Ethan » a-t-elle chuchoté, ses yeux vifs et froids. Tout ça, la femme de Mackenzie, le beau mariage, ce n'est qu'une réaction, n'est-ce pas? Tu ne l'as eu que parce que je t'ai humilié. Tu étais tellement désespéré de validation que tu es tombé amoureux de la première personne puissante qui t'a montré de l'attention. Toute ta relation est basée sur la rancune, pas sur l'amour. L'accusation a frappé plus fort que prévu car elle remettait directement en question le cœur de mon parcours, l'estime de soi. Elle essayait de me dépouiller de mon autonomie, de transformer ma plus grande joie en une conséquence de sa cruauté. Mon ancien moi, celui qui aurait fléchi, balbutié une explication ou battu en retraite dans la honte, se serait effondré. Mais cet homme avait disparu. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée, non pas comme ma tortionnaire, mais comme une femme profondément malheureuse, piégée dans une cage dorée construite sur le statut et le besoin de contrôler les autres. J'ai vu le vide derrière sa façade parfaite. Tu as en partie raison, Claire, ai-je dit, ma voix basse et stable, sans vaciller. Cette nuit-là, j'étais désespéré. J'étais vulnérable. Et oui, ma relation a commencé par un acte de vengeance. Mais c'était ton chapitre de l'histoire, pas le nôtre. J'ai fait une pause, laissant mon regard tenir le sien. Le désespoir a pris fin quand Audrey a regardé au-delà du célibataire pathétique que tu avais créé et a vu la personne que tu essayais de détruire. Tu as essayé de me rendre petite et indigne d'être aimée, mais en fait, tu m'as juste donné le courage d'accepter le véritable amour quand il est finalement arrivé. Le silence s'est étiré, tendu et cassant. Et pour mémoire, Claire, ai-je terminé, la limite enfin tracée. Audrey et moi avons l'amour. Toi et Gareth avez des actifs. Nous avons choisi le plus précieux. Le visage de Claire est devenu écarlate. Elle a essayé de formuler une réplique, mais pour la première fois de notre vie, elle n'avait rien à dire. Son arme, ma honte, était maintenant complètement inerte. Le conflit était terminé. Je n'avais pas besoin de gagner la discussion. J'avais juste besoin de m'éloigner du champ de bataille qu'elle avait créé. Je me suis tourné et suis retourné vers Audrey, qui riait avec mon père, d'un rire sincère et facile. En passant mon bras autour d'elle, la chaleur de sa présence a tout confirmé. Cette nuit au Fairmont Grand Elmar avait été la pire nuit de ma vie. Mais c'était aussi le tournant, le creuset qui a révélé la différence entre la richesse héritée et la souveraineté de soi.
La cruauté de Claire était le dernier choix difficile que j'ai dû faire. Soit continuer à vivre selon sa définition externe du succès, soit embrasser l'estime de soi qu'Audrey voyait en moi. J'ai choisi la seconde. La vraie vengeance n'était pas la carrière de haut vol d'Audrey ou notre belle vie. La vraie vengeance, c'était simplement de vivre, tout en vivant une vie définie par le courage, l'authenticité et un amour qui transcendait toutes les mesures matérielles que ma sœur tenait en si haute estime. J'étais enfin libre. J'étais enfin libre. Mais la liberté, j'ai appris, n'était pas seulement un état émotionnel. C'était une distance physique et un maintien conscient des limites que j'avais fixées. Le dîner de famille où j'ai confronté Claire est devenu silencieusement connu comme le grand silence. La nuit où la dynamique a changé de manière irrévocable. Claire n'a ni crié ni pleuré. Elle s'est simplement retirée, sa défaite se manifestant par un retrait glacial et calculé. Elle a cessé de nous inviter à quoi que ce soit. Et notre mère, Carole, a commencé une série d'appels téléphoniques hésitants et apologétiques, se terminant toujours par « J'aimerais que vous puissiez vous entendre, Ethan. C'est si dur pour ton père. » Ils n'ont jamais compris que le problème n'était pas un conflit de personnalité. C'était une incompatibilité fondamentale entre ma recherche d'authenticité et la dépendance de Claire à la performance. Audrey et moi avons utilisé ce nouvel espace pour construire notre vie, pas seulement ensemble, mais individuellement. Son soutien n'était pas seulement passif. C'était une force active. Elle m'a aidé à redéfinir ma carrière, de simple stratège de contenu à expert en communication stratégique, me poussant à accepter des contrats de consultation indépendants de haut niveau. Elle m'a présenté à son réseau, non pas comme son mari, mais comme un véritable père. En 2 ans, mes revenus de freelance ont dépassé ce que j'avais gagné dans ma meilleure année en entreprise, et je travaillais sur des projets dans les mêmes secteurs technologiques que son cabinet, McKinsey, servait. L'ironie était un réconfort doux et privé. Je réussissais selon mes propres termes, non pas en réaction à Claire, mais parce qu'Audrey croyait en mon vrai moi. Pendant ce temps, la cage dorée de Claire a commencé à se ternir. Le premier signe était subtil, une tension crispée autour de la mâchoire de Garrett à la fête d'anniversaire de Carole. Garrett, l'associé infaillible de Goldman Sachs, qui avait semblé si sûr de lui dans son monde hérité, avait l'air stressé. Audrey, avec son intuition de MBA de Stanford pour les fluctuations du marché et l'anxiété des entreprises, l'a remarqué instantanément. Quelque chose ne va pas dans le camp de Garrett, m'a-t-elle murmuré ce soir-là. Ce n'est pas le stress du marché. C'est quelque chose de personnel, quelque chose à propos de l'effet de levier. Je n'ai pas cherché à enquêter. J'avais passé trop de temps à vivre dans le drame de Claire pour m'y réengager volontairement. Mais l'univers, avec son sens parfait de la justice, a décidé que l'histoire avait besoin d'un acte final définitif. Il est arrivé 18 mois après notre mariage tranquille, livré non pas par un murmure, mais par un titre public brutal. Un associé de Goldman Sachs impliqué dans un scandale de courtage. Garrett, il s'est avéré, n'avait pas seulement réussi. Il avait été imprudent, s'impliquant dans un projet à haut risque, possiblement illégal, avec un client, tentant d'utiliser la confiance de sa famille et la réputation de son entreprise pour un gain encore plus grand. Les actifs que Claire appréciait tant étaient construits sur des fondations de sable, et ils s'effondraient de façon spectaculaire. La famille riche qui m'avait traité avec une telle pitié, les Sterling et les Brenda, était soudainement confrontée à une forme de honte très réelle et très publique. Ma mère, Carole, m'a appelé en pleine crise d'hystérie. « Ethan, tu dois aider. Ta sœur. Garrett fait l'objet d'une enquête. Il pourrait tout perdre. Claire est dévastée. Ils pourraient même perdre leur maison. » C'était le test ultime de ma nouvelle liberté. Mon ancien moi, le garçon désespéré d'acceptation, aurait vu cela comme une chance d'être le héros, de finalement gagner l'approbation de la famille en intervenant et en sauvant Claire, prouvant ainsi ma valeur par un acte de sacrifice spectaculaire. Le nouvel Ethan, l'homme qui avait appris la dure leçon de la souveraineté de soi, savait mieux. « Maman », ai-je dit calmement, le mot étant une barre d'acier qu'elle ne pouvait pas plier. Claire a une femme très réussie et puissante en Audrey. Elle a les ressources et le réseau. Elle est plus que capable de gérer cela. L'omission subtile et délibérée de mon nom en tant que son sauveur était la limite. Ce n'était pas mon combat. Audrey, à son crédit, ne m'a jamais poussé ni dans un sens ni dans l'autre. Elle a simplement regardé, me laissant faire le choix. Ta paix est la priorité, m'a-t-elle dit. Quoi que tu décides, assure-toi que c'est pour toi, pas pour eux.
La confrontation finale n'a pas eu lieu dans une salle de bal, mais dans un environnement neutre et stérile, une séance de médiation dans un cabinet d'avocats, où Claire et Gareth géraient les conséquences de la division des actifs. Audrey et moi étions là pour mon père, Robert, qui, épuisé par toute cette affaire, avait besoin de conseils juridiques pour protéger certains trusts familiaux de longue date que Claire essayait d'accéder. Je me suis assis en face de Claire et Gareth, deux personnes qui dégageaient autrefois une supériorité intouchable, semblant maintenant tirées, en colère et totalement diminuées. Gareth, l'associé de Goldman Sachs, n'était plus qu'un homme nerveux dans un costume bon marché, sa bravade disparut. Les yeux de Claire, cependant, contenaient toujours le même venin ancien, mais maintenant mêlé à un appel désespéré. Quand Gareth est sorti de la pièce, elle s'est penchée vers moi, sa voix un râle désespéré. « Ethan, toi et Audrey avez les relations. Elle travaille chez Mackenzie. Tu sais, les gens. Gareth peut encore sauver sa carrière s'il a le bon accès. Passe juste quelques appels. Tu me dois bien ça. Je te dois bien ça. » Les mots faisaient écho aux années de manipulation, à la dette émotionnelle sans fin qu'elle avait essayé d'imposer. Mon sang a bouilli, non pas de rage, mais d'une résolution profonde et tranquille. « Je ne te dois rien, Claire, » ai-je déclaré, ma voix claire et portant le poids d'années de souffrance silencieuse. L'avocat dans la pièce s'est agité, sentant la gravité émotionnelle du moment. « Tu as passé ta vie à construire un piédestal fait de l'inadéquation des autres. Et tu m'as assis par terre pour que tu puisses te sentir grande. Tu m'as appelé indépendant comme une insulte. Je l'ai pris comme une mission. Chaque décision que j'ai prise pour améliorer ma vie, de prendre ce poste de consultant à épouser Audrey, visait à trouver ma valeur, une valeur qui n'avait rien à voir avec ton approbation ou l'argent de Gareth, ai-je continué, regardant directement dans ses yeux affolés. La femme que j'ai épousée ne m'a pas seulement sauvé de l'humiliation. Elle m'a appris que la personne que tu as passé des années à traiter de pathétique était en fait assez forte pour s'éloigner des attentes familiales toxiques. Et ça, Claire, c'est un succès qu'aucune somme d'argent de Goldman Sachs ne pourra jamais acheter. Elle a reculé, non pas à cause des mots, mais à cause de la puissance soudaine et indéniable de ma vérité. Il n'y avait plus de rire sarcastique, plus de soupirs condescendants, juste une prise de conscience terrifiante et brute de sa propre solitude. Elle avait réussi à repousser la seule personne qui aurait pu offrir un véritable soutien inconditionnel, tout cela pour gagner une compétition enfantine et cruelle. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas offert de pardon. J'ai simplement rassemblé mon porte-document et je me suis levé. Mon obligation est envers ma paix et envers ma femme, ai-je dit, ma dernière déclaration au fantôme de notre relation toxique. Tu as tes actifs. Fais face aux conséquences de leur évaluation. Audrey et moi avons quitté ce bureau et sommes sortis dans l'air vif de Seattle, loin du smog de Manhattan et de la toxicité financière qui définissait la chute de Gareth. Nous ne quittions pas seulement une séance de médiation. Nous fermions officiellement la porte sur le dernier chapitre de mon ancienne vie. Notre vie est devenue définie par une connexion authentique, pas par une validation externe. Nous avons beaucoup investi dans les expériences, voyageant à Tokyo, faisant de la randonnée sur le Pacific Crest Trail, des choses qui accumulaient des souvenirs, pas seulement des intérêts. J'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes stratèges de contenu, les aidant à trouver leur voie et leur valeur, quel que soit leur statut relationnel ou la pression familiale. C'était ma façon de prendre la douleur de la table 12 et de la transformer en un but. L'ironie, comme toujours, était parfaite. Claire, dans sa quête incessante d'une vie qui semblait parfaite sur le papier, avait perdu tout ce qui comptait. Le prestige de son mari, son propre sentiment de sécurité et le lien avec son frère. Moi, l'homme qu'elle avait qualifié de déception de la famille, j'avais tout gagné, le respect, l'amour et la profonde et tranquille liberté de l'acceptation de soi. La vengeance, il s'est avéré, n'était pas le moment éblouissant où Audrey a figé son sourire. La vengeance était la paix qui a suivi, la connaissance inébranlable que ma valeur était inhérente, donnée par personne et prise par personne. C'était une histoire non pas sur la façon dont quelqu'un m'a sauvé, mais sur la façon dont quelqu'un m'a aidé à me sauver moi-même, et en ce faisant, m'a accordé un bonheur qui était vraiment et éternellement le mien. Le sentiment de calme profond qui s'est installé après que j'ai tracé la dernière limite avec Claire n'était pas le silence de l'absence, mais le silence de la paix, un son infiniment plus fort que le bruit constant de ma sœur. Il marquait la fin définitive du chapitre toxique qui avait défini ma jeunesse adulte. Mais la clôture, j'ai vite réalisé, est rarement une rupture nette et unique. C'est un processus graduel,
une reconstruction constante sur les fondations de la souveraineté de soi qu'Audrey m'avait aidé à poser. Les conséquences de l'implosion financière spectaculaire de Gareth ont continué à envoyer des ondes de choc à travers notre famille élargie. Le cercle élégant qui m'avait autrefois poliment compati, les Sterling, les Brenda, les amis du club de yacht, étaient maintenant confrontés à un scandale très public impliquant des frais de justice, des liquidations forcées et la réalité brutale de voir leur propre statut redéfinie par une ordonnance du tribunal. L'ironie était presque trop lourde à supporter, leurs richesses, leurs actifs, que Claire avait si farouchement défendus comme la mesure de la valeur humaine, étaient la chose même qui les a trahis. J'ai observé de loin, principalement à travers les mises à jour prudentes de mon père, Robert. Lui et ma mère, Carole, souffraient d'une forme silencieuse de honte, non plus pour mon célibat, mais pour l'échec public dévastateur de leur fille parfaite et de leur gendre. Mon père, qui avait toujours maladroitement évité les conflits, cherchait maintenant ma compagnie non pas pour des conseils financiers, mais pour l'étrange stabilité fondamentale que je représentais. Il voyait la connexion authentique et non forcée entre Audrey et moi. Et je pouvais dire qu'il pleurait silencieusement le fait qu'il ne m'avait pas défendu plus tôt, qu'il ne nous avait pas appris que la loyauté familiale devrait primer sur l'ascension sociale. Audrey, toujours la stratège, voyait toute la situation comme une étude de cas sur les priorités mal placées. Claire a toujours optimisé pour le mauvais indicateur, Ethan, a-t-elle commenté un soir, examinant une proposition de consultation complexe pendant que je travaillais à côté d'elle. Elle a optimisé pour la perception externe, la plus grande maison, le mari le plus prestigieux, le frère le plus misérable. Et quand la structure externe a échoué, elle n'avait aucune fondation interne sur laquelle se replier. Cette observation a stimulé une nouvelle phase de ma vie professionnelle. Ayant trouvé un immense succès en tant que stratège de contenu indépendant, j'ai déplacé mon attention du simple travail de client à la construction d'une marque personnelle enracinée dans ma propre histoire. J'ai lancé une série d'ateliers en ligne et un podcast non seulement sur la stratégie de contenu, mais sur la souveraineté du contenu, enseignant aux autres, en particulier aux professionnels de la création, comment définir leurs valeurs en interne, comment fixer des limites puissantes avec les clients et la famille, et comment construire une entreprise qui sert leur vie, et non l'inverse. Mon histoire, dépouillée de noms et de lieux spécifiques, mais riche en vérité émotionnelle, est devenue le programme de base. La vulnérabilité que j'avais ressentie à la table 12, le pouvoir tranquille que j'ai ressenti en disant ma vérité à Claire, sont devenus le crochet émotionnel pour des milliers d'auditeurs qui avaient des histoires similaires de se sentir minimisés. Mon succès n'était plus un réconfort personnel et silencieux. C'était une déclaration publique et bruyante d'estime de soi. Et cela, plus que la chute de Gareth, a poussé Claire à un nouveau niveau d'action désespéré. Elle m'a contacté par email, contournant les limites que j'avais fixées par l'intermédiaire de mes parents. Le sujet était simplement une affaire de famille. L'email était un chef-d'œuvre d'agressivité passive et de tentative de gaslighting. Elle m'accusait de tirer parti de son malheur pour un gain personnel, d'exploiter le traumatisme familial pour du contenu bon marché. Elle prétendait que mon succès était creux, construit uniquement sur la pitié de mon public, et que j'étais toujours, au fond, le même frère pathétique qu'elle avait connu. Elle a terminé par une menace voilée, laissant entendre qu'elle pourrait rendre publique la vraie histoire si je n'arrêtais pas de profiter de sa douleur. Cet email était la dernière fusée de détresse de l'ancienne Claire, le test final de ma résilience. L'ancien Ethan aurait passé des jours à agoniser sur la formulation, à débattre de s'excuser ou de confronter. Le nouvel Ethan, guidé par la philosophie claire d'Audrey, savait exactement quoi faire. J'ai rédigé une réponse en 3 minutes, je l'ai montrée à Audrey, qui a hoché la tête en signe d'approbation, et j'ai appuyé sur envoyer. C'était court, poli et sans compromis. Claire, j'ai bien reçu ton email. Je n'exploite pas ta vie. Je partage ma vérité, la vérité sur la façon dont j'ai appris à me valoriser après des années à être défini par les autres. Ta perception de mon succès est sans pertinence pour mon processus. Toute tentative de saper mon entreprise ou de me diffamer sera suivie d'une action en justice immédiate. Ma limite reste ferme. Ma vie m'appartient et ton ingérence ne sera pas tolérée. Je te souhaite la paix, mais je ne te permettrai pas de troubler la mienne. Ethan. Ce fut la dernière communication directe que j'ai jamais eue avec Claire. Le silence qui a suivi était définitif. La rupture thérapeutique finale d'un cordon toxique usé. Elle n'a jamais mis sa menace à exécution. Elle a réalisé, peut-être, qu'essayer d'attaquer ma vérité ne ferait que valider mon message auprès de mon public. La véritable résolution de toute la saga est venue plus tard,
lors d'un dîner décontracté avec mon père. Robert, mon père calme et maladroit, s'est finalement ouvert. Il a avoué que la raison pour laquelle il ne m'avait jamais défendu contre la cruauté de Claire n'était pas la méchanceté, mais une peur profondément ancrée de sa propre femme, Carole, qui, comme Claire, valorisait les apparences sociales par-dessus tout. Il se sentait coupable, réalisant qu'il avait sacrifié le bien-être émotionnel de son fils pour maintenir une paix superficielle et tranquille dans son mariage. « Tu es un homme meilleur que je ne l'ai été, Ethan », a-t-il admis, ses yeux remplis de regrets sincères. « Tu as choisi la route difficile, la route de la vérité. Tu t'en es sorti. Tu as trouvé le véritable amour, un vrai partenaire. » Claire, elle a épousé un compte en banque. Et quand le compte a été vide, il ne restait plus rien. Ce soir-là, mon père n'était pas seulement mon père. C'était un homme demandant pardon et offrant une explication dont je n'avais même pas réalisé que j'avais besoin. La valeur fondamentale du courage a soudainement changé, passant de la confrontation avec ma sœur à donner à mon père la grâce d'admettre ses propres échecs. C'était un moment de réconciliation profond et silencieux qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut social, mais tout à voir avec une connexion humaine authentique. Audrey et moi avons continué à prospérer. Nous avons déménagé notre base principale dans un loft calme et spacieux à Seattle, loin de l'énergie constante et exigeante des centres financiers, nous permettant de nous concentrer sur nos cabinets de conseil respectifs, et notre passion commune pour les voyages et le plein air. Nous avons construit notre mariage sur les principes que Claire méprisait, l'honnêteté radicale, le respect mutuel et la conviction que la personne à côté de vous est un partenaire, pas un actif à exploiter. Nous n'avons jamais revu Claire en personne. Elle et Garrett ont finalement divorcé. La dernière rumeur que j'ai entendue par un parent éloigné était que Claire avait quitté le style de vie côtier opulent et s'était installée à l'intérieur des terres, tentant de tirer parti de ses contacts de la haute société pour une carrière immobilière de niche, toujours à la poursuite de la validation externe, toujours optimisant pour les mauvais indicateurs. Ma propre vie, ironiquement, était florissante. J'avais atteint le genre de succès que M. Sterling et Brenda reconnaîtraient, mais je l'avais construit sur des fondations qu'ils ne pourraient jamais avoir, l'autonomie. J'avais atteint la liberté financière et professionnelle sans sacrifier mon âme. Mon entreprise était florissante, animée par la mission d'aider les autres à échapper à leur propre version de la table 12. Mon mariage avec Audrey était mon sanctuaire, un lieu où la vulnérabilité était une force, pas une faiblesse à exploiter. En repensant à toute la saga, de la piqûre aiguë et douloureuse de l'humiliation au Fairmont Grand Delmar au clic final et silencieux du bouton « Envoyer » sur cet email, la leçon était cristalline. Le moment où vous cessez de chercher la validation de ceux qui vous ont brisé est le moment où vous devenez incassable. Claire voulait m'apprendre une leçon d'inadéquation. Elle a fini par m'apprendre la leçon ultime de la souveraineté de soi. Elle a essayé de me livrer à une honte éternelle, mais au lieu de cela, elle m'a livré à l'amour de ma vie et, plus important encore, au respect de moi-même, et j'ai réalisé que c'était la seule approbation qui ait jamais compté. L'histoire de ma vie n'était plus une confession tragique. C'était un plan inspirant pour quiconque croit que sa valeur est non négociable et que la meilleure vengeance est simplement de vivre une vie qui est vraiment, profondément et authentiquement la sienne. Le temps qui passait n'a pas effacé les souvenirs du Fairmont Grand Delmar. Au contraire, il les a polis, transformant la douleur brute et cuisante en une leçon claire et inestimable. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'étais sorti de ce cabinet d'avocat, coupant la dernière connexion effilochée avec le drame incessant de Claire. La distance ne se mesurait pas en kilomètres, bien que le déménagement à Seattle ait aidé. Elle se mesurait à la qualité de ma paix. Je ne me réveillais plus avec la douleur fantôme du besoin de validation, la peur subconsciente que je manquais fondamentalement de quelque chose parce que j'étais toujours Ethan le stratège de contenu, pas Garrett l'associé de Goldman Sachs. Cet homme, celui défini par le regard cruel de sa sœur, était un fantôme que j'avais finalement appris à faire taire. Ma relation avec Audrey était l'antithèse de tout ce que Claire avait jamais recherché. Elle était construite sur un respect tranquille et une vulnérabilité partagée, non sur l'affichage public et le succès exploité. Nous n'avions pas besoin des lumières clignotantes d'une salle de bal pour nous sentir importants. Notre importance se trouvait dans les petits moments profonds, la compréhension silencieuse à travers la table du petit déjeuner, le rythme synchronisé de nos pas en randonnée sur un segment du Pacific Crest Trail, les joutes intellectuelles sur un dossier de consultation complexe. Audrey n'a jamais utilisé son succès comme un bouclier ou une arme. Elle l'a utilisé comme une plateforme pour le courage, et elle m'a appris à faire de même. Sa conviction inébranlable que ma valeur était inhérente, que mon indépendance était un super pouvoir, pas un défaut, avait été le catalyseur crucial.
Ce n'était pas seulement qu'elle m'aimait. C'était qu'elle me respectait assez pour exiger que je me respecte moi-même. La libération ultime est venue de la reconnaissance de l'ironie exquise et parfaite de toute la saga. Claire, dans sa volonté implacable, presque pathologique, de prouver mon inadéquation, avait par inadvertance rendu le service le plus précieux de ma vie. Elle avait créé le creuset. Sans l'humiliation intense et brûlante de la table 12, sans sa dissection publique de ma vie émotionnelle, j'aurais probablement continué sur le chemin du compromis tranquille. J'aurais peut-être accepté un travail qui ne me mettait pas au défi, je serais resté dans des relations qui offraient un confort superficiel, et j'aurais perpétuellement vécu pour l'approbation fragile d'une famille dont les valeurs étaient totalement en faillite. Sa cruauté a été le catalyseur brutal et nécessaire qui m'a forcé à être assez vulnérable pour accepter l'aide d'une étrangère qui se trouvait être mon destin. Cette seule phrase murmurée, « Fais comme si tu étais avec moi », n'était pas seulement une ligne de dialogue. C'était un ultimatum à l'univers, une rupture cinématographique soudaine avec mon scénario tragique prédéterminé. Je réfléchissais souvent à l'énergie épuisante que Claire mettait dans son ressentiment. Ça devait être écrasant de vivre une vie construite sur une illusion, où son bonheur était si conditionnel à la misère des autres. Sa dernière tentative désespérée de m'accuser de profiter de sa douleur était la projection ultime de son propre vide. Elle ne pouvait pas comprendre que je ne profitais pas de sa douleur. Je profitais de ma guérison, une victoire qui était la mienne seule. Mon entreprise, mon histoire, mon épanouissement étaient un témoignage du fait que la paix intérieure est l'actif non fongible ultime. On ne peut pas l'exploiter. On ne peut pas l'échanger. Et quand le marché s'effondre, c'est la seule chose qui reste debout. La chute de Garrett, l'associé de Goldman Sachs, était la conclusion logique et brutale de l'adoration de Claire pour le monde matériel. Quand le compte en banque s'est évaporé, l'illusion de sa vie a fait de même. Mes sentiments envers Claire avaient depuis longtemps évolué au-delà de la colère, pour s'installer dans une pitié calme et distante. Je ne lui souhaitais aucun mal. Je lui souhaitais la conscience de soi qu'elle était pathologiquement incapable d'atteindre. J'ai réalisé que mon courage n'était pas défini par la sévérité de ma réprimande publique, mais par la constance silencieuse de mes choix privés. J'ai choisi d'investir dans mon mariage, dans mes pratiques commerciales éthiques et dans ma santé mentale. J'ai choisi l'autonomie plutôt que l'obligation familiale quand cette obligation était toxique. J'ai choisi la valeur humaine plutôt que l'actif matériel à chaque fois. C'était ma véritable vengeance, servie non pas avec de la jalousie, mais avec un contentement serein et inébranlable. Mon travail aujourd'hui est une extension directe de cette nuit. Quand je parle à des milliers de personnes via ma plateforme, je ne leur enseigne pas seulement la stratégie de contenu. Je leur apprends à reconnaître leur propre moment, table 12. Je leur dis d'identifier les personnes qui essaient de les rabaisser et de traiter cette douleur comme le plan de leur plus grande force. Je leur apprends que la personne qui semble tout avoir pourrait bien être la personne la plus en faillite de la pièce et que la personne assise seule dans le coin pourrait être la plus précieuse. Je regarde Audrey maintenant, des années après le début de notre vie commune. Ses cheveux sombres souvent légèrement ébouriffés par une longue journée de consultation à enjeux élevés, ses yeux tenant toujours cette gentillesse féroce et déterminée qui a d'abord attiré mon attention. Elle est mon encre, la femme belle et intelligente qui n'a pas seulement vu le potentiel en moi, mais m'a activement aidé à l'excaver sous les décombres de la déception familiale. Notre maison à Seattle, remplie de livres, de cartes et des sons silencieux de deux personnes profondément à l'aise dans leur espace partagé, est une forteresse construite sur le respect mutuel. C'est un monde loin de la splendeur brillante et superficielle du Fairmont Grand Delmar, et c'est infiniment plus réel. Le souvenir du sourire figé de Claire, le moment où son monde parfait s'est fissuré, n'est plus une blessure douloureuse. C'est un symbole. C'est le marque-page définitif dans le récit de ma vie, marquant la fin du chapitre où je cherchais l'approbation et le début de celui où je me suis défini moi-même. L'écho de la table 12 sera toujours là. Un rappel silencieux que la justice la plus profonde que nous puissions atteindre n'est pas de gagner une confrontation, mais simplement de vivre une vie excellente, libre de l'ombre des personnes qui ont essayé de nous briser. J'ai été sauvé, oui, mais plus puissamment, j'ai été inspiré. Inspiré à croire que ma valeur était non négociable et que la meilleure histoire que je pourrais jamais raconter était celle où je suis finalement devenu mon propre héros. Et pour ce don profond, je serai éternellement reconnaissant, même à celle qui a tant essayé de me le refuser. Mon voyage n'était pas de trouver l'amour. C'était de me trouver moi-même. Et l'amour a simplement suivi. Et c'est vraiment ça, le bonheur.